Donc, pour ceux qui étaient là au cinéma, combien étiez-vous au cinéma? Oh, bah, c'est bien, du coup, ça va faire écho. Mais je vais aussi parler pour ceux qui n'étaient pas au cinéma il y a un mois. Du coup, la ville intelligente, elle est apparue au début des années 2000. Et un imaginaire qui fait des promesses positives pour le futur de la ville avec des solutions qui s'appuient sur la technique. D'ailleurs, moi aussi, je m'appuie sur la technique et je m'aperçois que je perds mon document au fil de l'eau, donc c'est pour ça que je passe de l'un à l'autre. Parce que j'ai des notes ici et j'ai le PowerPoint ici. Et du coup, les promesses positives pour le futur de la ville et avec des solutions qui s'appuient sur la technique, eh bien, ça relève à la fois, les solutions techniques, elles relèvent des transports, de l'énergie et des TIC. Et ce sont surtout les TIC qui structurent la ville. Les TIC, pardon, oui, je jargonne, c'est les technologies de l'information et de la communication. Concrètement, les TIC, donc le numérique, c'est la clé de voûte du système. Alors ça se caractérise concrètement donc par des capteurs dans la ville, des objets connectés, et tout un tas de dispositifs qui vont, à travers la mise à disposition de données, vont permettre de faire parler la ville. Et l'enjeu de ces informations, c'est de mieux la piloter et de la gouverner grâce à des services. Alors, quels sont ces services? On a vu à l'occasion du film il y a un mois que ça pouvait être des services qui étaient liés à la gestion de la pollution, à la mesure de la pollution dans les villes. Parmi d'autres services qui ont été abondamment expérimentés, qui ont fait l'objet de grands financements sous la forme par exemple, de démonstrateurs, c'est-à-dire de prototypes industriels, il y a ce qu'on a appelé les smart grids ou les smart meters. Alors les smart grids, c'est toutes les solutions informatiques qui permettent de gérer de l'énergie ou des réseaux d'énergie et d'en mesurer à la fois les flux, quand il s'agit de grosses infrastructures d'énergie de production, par exemple, combien on produit et comment cette production va pouvoir être mesurée en amont. Et puis les smart meters, c'est plutôt en aval, c'est-à-dire c'est des solutions de pilotage et d'affichage de l'énergie, par exemple à domicile, qui vont permettre de consommer, de mesurer sa consommation. L'enjeu étant en matière de développement durable de pouvoir réguler, pour les smart meters en tout cas, de pouvoir réguler la consommation en fonction de la production. C'est-à-dire qu'en cas de surconsommation, par exemple d'électricité, eh bien, ces solutions sont supposées garantir un niveau de production relativement égal, enfin relativement constant. Et donc, en agissant sur la consommation, eh bien, ça garantit un niveau constant de production, mais aussi, c'est censé donner aux citoyens consommateurs la possibilité de gérer sa propre consommation et donc de la réduire. Donc voilà derrière le discours autour du développement durable aussi sur ces. Alors le compteur Linky, oui. Le compteur Linky, c'est le compteur qui permet qui capte la donnée en fait. C'est ce qui permet de faire circuler la donnée numérique. Avec les anciens compteurs, en effet, ça n'existait pas, il n'y avait pas de données numériques. Les compteurs Linky sont numériques. Donc en effet, la donnée circule grâce à ce compteur. Mais ce n'est pas le compteur en tant que tel qui va gérer l'énergie sur un radiateur ou l'énergie sur un qui va permettre il y a d'autres solutions numériques, par exemple sur smartphone ou sur des radiateurs, qui permettent
tout en étant relié au compteur, de gérer sa consommation. Donc c'est toute une chaîne en fait de production où le compteur est un élément parmi d'autres pour pouvoir être une sorte de centralisateur d'informations à l'échelle de la maison ou du logement. Mais c'est un élément important. Combien de réacteurs nucléaires pour alimenter tout ça? Je sais pas. Alors justement, là je vous ai parlé des solutions concernant l'énergie, il y a aussi tout ce qui concerne les bâtiments dits intelligents. Et là, c'est tout ce que vous avez sans doute connu dans les années 50, 60, le début de la domotique, je ne sais pas si ça vous parle. La domotique, c'est tout ce qui était pilotage des équipements domestiques qui a fait long feu. Ça n'a pas marché beaucoup, mais en tout cas, en ce moment, ça revient. Et on parle beaucoup de bâtiments intelligents dans lesquels on peut gérer à la fois tout ce qui est infrastructure du logement, tout ce qui est pilotage d'énergie, par exemple, via des solutions. Parfois, ce sont des solutions qui sont liées les unes aux autres, ou qui gèrent un type d'équipement. Par exemple, le frigidaire, typiquement, combien consomme mon frigidaire, ou qu'est-ce qui reste dans mon frigidaire comme aliment sur ma solution, enfin sur mon smartphone, je peux voir ce qui reste. Voilà, c'est ce genre d'utilisation, mais aussi potentiellement dans le bâtiment intelligent, potentiellement c'est aussi des capteurs ou des réseaux numériques qui vont être installés dans l'infrastructure du bâtiment, dans les murs par exemple, et qui vont constituer un flux numérique. Certains disent que c'est un flux à part entière, au même titre que l'électricité, que l'eau. Voilà. Il y a des tas de gens aujourd'hui, des tas de start-up qui se créent autour de ces enjeux-là. Des gens qui inventent des outils de gestion du bâtiment intelligent. Gestion du trafic et de la pollution, donc on l'a vu avec le film il y a un mois. Gestion du trafic, vous connaissez bien, sans doute, pour ceux qui ont des voitures et des GPS, avec des petites solutions, par exemple, pour regarder le niveau d'embouteillage dans les villes. Certains en ont parmi vous. Bon, donc voilà, tout ça, ça fait partie des dispositifs qui concernent la ville intelligente. Et donc, dans ce contexte-là, la gestion en temps réel de la donnée va devenir un vrai défi économique et citoyen. Quand on parle de gestion de la donnée, c'est sa propriété, c'est-à-dire à qui elle appartient. Quand EDF met un compteur Linky avec de la donnée, qui peut capter de la donnée de consommation, la question de savoir pourquoi il y a des gens qui refusent Linky, entre autres, c'est parce que la donnée leur échappe. Alors que ce sont des données personnelles, ce sont des données qui sont utilisées par un industriel et qui sont à d'autres fins que celles qui sont voulues par le citoyen. Donc c'est entre autres choses c'est entre autres pour ces raisons-là que Linky n'est pas accepté par un certain nombre de citoyens. Donc la question de la propriété de la donnée est essentielle. La question de son accessibilité aussi. Il y a des auteurs qui, comme une personne qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, sur la ville numérique et sur les effets de contrôle et de surveillance liés à ces outils-là, qui disent que tout ce qui est lié à l'infrastructure numérique, ça ne devrait pas être invisible, ça devrait être visible. Tous les centres, par exemple les compteurs et tous les serveurs qui sont des gros serveurs de données, ça devrait être accessible. Donc ça, c'est lié à l'infrastructure de la ville. Sachant que pour les autres flux comme l'énergie ou comme le téléphone et tout ça, en général, c'est sous terre. Et donc, pour ce qui concerne le numérique, donc là, c'est pas visible, mais pour ce qui concerne le numérique, c'est pas visible non plus, ou rarement visible. Donc là, il y a des enjeux d'accessibilité aussi, alors pas seulement au niveau des infrastructures, mais c'est comment on accède à ces données qui sont derrière des algorithmes, derrière des outils,
à l'intérieur même du dur de l'infrastructure, de l'hardware de l'ordinateur, comment on y accède, c'est aussi des enjeux qui sont importants. Je citerai en exemple tout ce qui est lié, par exemple, là vous le voyez au quotidien si vous avez un ordinateur et Internet, tout ce qui est lié au marketing de la donnée et à la possibilité de tracer vos propres données pour vous donner de la publicité sur Internet. Bon, donc, du coup, ces enjeux, ils sont cruciaux. On arrive à capter des données pour créer à la fois du commerce et potentiellement du contrôle social dans la ville. Et donc la question de la traçabilité aussi a son importance. Tracer la donnée, c'est donner c'est apporter une visibilité, c'est dire que l'information, elle est visible. Donc il y a des enjeux aussi autour de la traçabilité de la donnée. Cette ville intelligente, elle a été forgée dans les années 2000 par des acteurs majeurs des technologies de l'information et de la communication, comme IBM, Cisco, on l'a évoqué la dernière fois, IBM, et puis relayée par de nombreuses collectivités territoriales. Alors il y en a qui sont très connus et qui défendent cette vision de la ville intelligente. Par exemple, il y en a une qui s'appelle Songdo en Corée, qui est une ville nouvelle où toute l'infrastructure a été créée pour monitorer des tas de services urbains. Et donc c'est une ville expérimentale qui est très décriée, mais qui a été faite dans cette perspective-là. Ça, c'est une ville expérimentale, mais aussi il y a des collectivités territoriales. Moi, je suis de Lyon, par exemple, et la question du numérique à Lyon, elle est très, très importante. Et donc, la collectivité territoriale s'est appropriée ces enjeux-là, et à l'échelle internationale, sont des enjeux qui sont importants, puisque il y a une vraie concurrence entre métropoles à l'échelle du monde, et la maîtrise de l'outil numérique est un des enjeux de cette compétition, en fait. Donc, ça a été repris aussi par des collectivités territoriales et par des entreprises qui sont plus traditionnelles, comme Veolia, Siemens, Schneider, des entreprises qui géraient autrefois des infrastructures et qui se sont mis à gérer des infrastructures numériques, tout simplement. Et donc, la Smart City, c'est une ville d'ingénieurs à la base. C'est une ville qui est pensée par des ingénieurs, alors plutôt là, des ingénieurs réseau, TIC, comme autrefois, la ville qui gérait l'eau était pensée par des ingénieurs également. Le transport était pensé par le génie civil. Donc là, c'est toujours une ville qui est pensée par des ingénieurs, mais sauf que ce sont des ingénieurs un peu plus spécialisés dans le numérique. Et c'est une ville qui est héritée de ce que l'on appelle le modernisme, issu notamment des Lumières et de ce qui a de la révolution industrielle. Et ces cadres modernistes qui ont été institués au XIXe siècle, grosso modo, ils donnent une place très très forte au progrès technique, à la science et à la technique en tant que telle, au progrès, à la science et à la technique. C'est la vision, par exemple, qu'on va retrouver au XIXe siècle chez Saint-Simon, qui fait un peu l'apologie de l'ingénierie et de la science pour régler les problèmes des villes et les problèmes de société d'une manière générale. Et donc cette approche de ville intelligente, elle est ce qu'on appelle techno-push, c'est-à-dire qu'elle part d'en haut, elle est descendante, elle part d'en haut, et elle présuppose que par une solution technique, on va régler tous les problèmes. Et donc c'est une ville qui rêve d'ordre, avec des risques de panoptique. Alors le panoptique, c'est un auteur comme Foucault qui l'avait développé à propos des prisons. Il disait en gros que la prison c'était un dispositif panoptique parce que d'un seul point de vue, celui du surveillant, on pouvait voir tout ce qui se passait autour et donc c'était un dispositif de surveillance généralisé.
Donc les risques panoptiques avec la ville intelligente ont été déjà pointés, puisque on l'a vu lors du film d'il y a un mois, à un moment donné dans le film, il y a une discussion qui s'ouvre autour des capteurs, et il y a des gens qui disent bah non, c'est pas grave les capteurs, on va pouvoir voir ce qui se passe dans l'espace public et ça sera très bien, on pourra réguler la sécurité avec des caméras, des capteurs, etc. Bon. Et donc les risques aussi de déshumanisation de l'espace public. Typiquement, alors je fais un peu, c'est une caricature, mais dans ces risques et dans cette vision noire de la ville intelligente, il y a par exemple un banc qui détecterait un SDF et qui serait éjectable au moment où le SDF s'assoit. C'est caricatural, mais il y a eu des expérimentations artistiques là-dessus. Mais c'est aussi potentiellement une crèche qui va détecter chez une personne entrant un virus parce que cette personne elle aura des capteurs sur elle-même. Enfin, ça c'est la vision un peu catastrophiste, hein, évidemment. Elle aura des capteurs sur elle-même et donc, comme il ne faut pas qu'il y ait de maladies dans les crèches, voilà, on détecte les personnes qui ont les virus à l'entrée. Et puis, bien évidemment, c'est ce qu'on appelle l'espace augmenté, c'est toute l'infrastructure des villes, tous les mobiliers urbains qui vont être émaillés d'instruments contenant de la donnée. Lesquels instruments, il y en a beaucoup qui existent déjà dans l'espace public. Lesquels instruments vont avoir une utilité pour gérer les flux de circulation, mais aussi potentiellement les flux de personnes. Et voilà. Donc la ville d'ordre, elle est très très présente dans la ville intelligente. Mais c'est aussi une ville qui prône la sobriété avec les smart green, c'est-à-dire, j'ai parlé tout à l'heure des capteurs de pollution, la gestion raisonnée de l'énergie, tout ça je l'ai évoqué. Donc il y a quand même, en plus de cette vision très ordonnée de la ville, une vision aussi d'une ville qui est très sobre, mais dont la sobriété est toujours gérée par la technique. Et puis c'est une vision aussi où la mise en relation et la connexion entre les différents services urbains et les personnes qui constituent la ville est priorisée. Notamment grâce à la géolocalisation. Il y a des services aujourd'hui qui se créent, qui vous mettent en relation avec des restaurants, alors que quand vous êtes géolocalisé à un endroit, vous avez un restaurant qui s'affiche, typiquement, c'est un moyen, pour les défenseurs de cette ville, enfin les artisans de cette vision de la ville, c'est un moyen de rendre service à la population que de pouvoir mettre en relation ces différents types de services urbains. Et ce n'est pas du tout vu comme une contrainte. Voilà, donc il y a des scénarios prédictifs aussi qui sont construits avec ces solutions numériques. Je se référer par exemple à ce que je viens de dire, c'est-à-dire vous allez à tel endroit, vous avez plusieurs possibilités, telle pizzeria, tel bistrot qui s'affiche. Et donc c'est basé sur des scénarios prédictifs et donc sur la modélisation de données derrière. Voilà pour la ville intelligente.